Alors, c'est parti. Donc aujourd'hui, le sujet que je vais présenter de façon la plus concise possible, c'est analyse des institutions politiques, États-Unis, Japon, France, par la contre-révolution. Alors, l'idée de ce thème, c'est, alors ça va pas être une analyse parfaite évidemment, mais c'est comment, enfin, c'est pour illustrer, d'abord c'est pour donner une méthode, pour illustrer comment on peut utiliser les principes politiques traditionnels, classiques de la légitimité, qui reprennent essentiellement la politique d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, parfait, disons par saint Thomas d'Aquin, et avec le bagage historique de la France, de la royauté française, et appliqué donc aujourd'hui. Et donc les principes ne changent pas, la réalité en fonction des époques change. Et donc à partir de ces principes, je vais essayer de montrer par un exemple comment on peut les appliquer pour mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Et en l'occurrence, je vais l'appliquer donc à l'analyse de trois régimes politiques contemporains: la France républicaine, la République française, la Cinquième République, les États-Unis et le Japon. Cette idée m'est venue il y a quelques temps et en fait, on se rend compte que ce que je vais essayer de vous montrer, que ça fonctionne plutôt bien l'analyse, et que ça permet de comprendre des choses dont on peut avoir l'intuition, dont on peut constater dans le quotidien. Voilà, par exemple, aujourd'hui en France, il y a quand même beaucoup de choses qui ne marchent pas, et quand on commence à voir le comparer avec d'autres pays, comprendre pourquoi il y a des différences et d'où ça vient. Et donc c'est ça que je vais essayer de présenter, voilà, de donner comme ça des critères, et par cet exemple-là d'essayer d'encourager vous encourager à utiliser ce genre de méthode pour aussi analyser d'autres choses. En gros, je vais prendre cet exemple des institutions aujourd'hui, mais on pourrait le décliner sur des affaires internationales, sur de la diplomatie, sur des problèmes politiques intérieurs, sur des problèmes donc aussi politiques internationaux. Bon. Alors, première chose pour introduire, la République française est aujourd'hui, on peut dire, en faillite sur tous les plans. D'un point de vue purement financier, d'un point de vue politique politicienne, avec ce qu'on a vécu dernièrement après les élections parlementaires. C'est la première fois depuis le début de la Cinquième République qu'on a mis autant, qu'il a fallu autant de temps pour qu'un gouvernement soit formé, et le gouvernement est une sorte de coalition absolument bancale, qui n'est même pas coalisée et qui ne parvient pas à faire passer le budget, et dans une situation financière très compliquée. Donc, c'est un phénomène parmi d'autres. Enfin, on ne va pas citer tout ce qui se passe depuis 20 ans, tous les dysfonctionnements de l'administration à tous les niveaux, toutes les normes, toute la sécurité, etc., etc., etc. Donc, la République française a cette tendance à aujourd'hui à être dans une décadence profonde et à rater tout ce qu'elle fait. Et en plus, on a l'impression qu'au lieu parfois de rien faire, elle met même de l'huile sur le feu, avec un peu cet aspect jacobin, uniforme et idéologique, qui applique la même règle stupide, la même idéologie stupide à toute la France, partout, dans tous les territoires, à toutes les personnes, sans considération des réalités, ni locales, ni familiales, et surtout pas d'ailleurs les réalités humaines. Donc c'est complètement uniforme. Donc ça marche vraiment pas. D'un autre côté, quand on regarde par exemple les États-Unis, donc on connaît très mal les États-Unis en France. Moi-même, je connaissais très mal les États-Unis, de façon assez paradoxale. Le fait que je vive au Japon me force à m'intéresser à la politique américaine, parce qu'elle a beaucoup d'influence sur ce qui se passe au Japon. Il y a aussi un certain nombre d'Américains, donc j'ai depuis plus de 10 ans faire la connaissance de différents Américains, et je me suis rendu compte que les États-Unis, c'est quelque chose de beaucoup plus divers que ce dont on a l'image habituellement.
Et en fait, bon, si on s'intéresse un peu à ce qui se passe, la façon dont ça fonctionne, ben, on se rend compte que la situation aux États-Unis est certes très préoccupante. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Voilà. Le pays est divisé en deux, hein, grosso modo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est divisé en deux. Alors parfois, dans certains États, hein, c'est ville-campagne, mais il y a des États qui sont quand même beaucoup plus sains que d'autres. Et puis surtout, ce qu'on remarque, bon, ben, il y a eu cette élection de Trump. Et la dernière fois, qu'on l'apprécie, qu'on l'apprécie pas, on va dire que c'est pas la question de savoir, mais enfin que, en tout cas, il y a une sorte de prise de conscience chez les gens, une réaction, et cette réaction a été importante, et les gens ont voté Trump en pensant qu'il est conservateur, et il a été élu. Et la dernière fois, donc il y a 8 ans, quand il a été élu, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a été élu malgré une minorité des voix. Donc déjà, on se rend compte que quand on commence à s'intéresser aux États-Unis, alors c'est eux qui font la guerre sur toute la planète pour imposer la démocratie, mais pour eux-mêmes, chez eux, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas l'air tout à fait démocratiques quand même. Hein. Le président est élu avec une minorité de voix. Chaque État a une Cour suprême. La Cour suprême peut retoquer des choses. On a une constitution qui a un peu changé depuis 250 ans, avec certes des amendements, mais la constitution elle-même n'a pas changé. Donc, on voit que déjà, c'est pas comme le monde jacobin qu'on a chez nous, où la constitution de la Ve République, pour ne parler que de la constitution de la Ve République, a déjà été réformée de nombreuses fois, elle a beaucoup changé, que les lois sont très instables et ne cessent de changer, où voilà, il y a ce matraquage uniformiste, et avec la force de la police, la force de l'État qui vient tout de suite derrière punir dès qu'il y a une loi, alors que aux États-Unis, en fonction des États, on a quand même plein de particularités locales et des possibilités légales, des possibilités administratives pour préserver ces spécificités locales. L'État fédéral est certes puissant, est certes révolutionnaire, mais il ne peut pas imposer autant de choses que ne le peut la République française à ses États. Chaque État reste souverain et en théorie peut décider de beaucoup de choses par elle-même et même peut sortir de la fédération, par exemple pour le Texas, sans condition. Alors c'est pas tous les États hein, qui sont comme ça, mais donc il y a beaucoup de spécificités. Et alors pour l'instant je fais juste un constat et puis après je vais essayer de l'analyser pour comprendre pourquoi il y a ces différences. Alors que les fonds de ces régimes restent révolutionnaires, mais dans la réalité, on n'a pas les mêmes effets tout à fait. Et au Japon, donc vous connaissez pas ce qui se passe, mais le Japon aussi, aujourd'hui, a une constitution démocratique, la souveraineté du peuple est reconnue par la Constitution. Mais quand on constate et quand on vit au jour le jour, on n'a absolument pas tous les problèmes matériels qui existent par exemple en France et qui peuvent exister dans d'autres pays aussi, mais en particulier dans la République jacobine. Ici, tout fonctionne, ça marche. Les élections, tout le monde s'en fiche. Le parti ne change pas. Ils sont certainement corrompus, mais ils font fonctionner le pays plutôt bien. Il n'y a pas d'impôts excessifs et tout fonctionne. La justice fonctionne aussi. Il n'y a pas de gros. Il y a des crimes comme partout, mais c'est puni. Donc la délinquance n'est pas du tout endémique, etc., etc., etc. Enfin, ça fonctionne. Voilà. Évidemment, c'est pas un pays chrétien, il n'y a pas la charité, ils ont des gros problèmes spirituels, ils pâtissent des conséquences de la modernité et de la révolution, mais il n'y a pas les conséquences encore aiguës, matérielles, comme nous, on les connaît chez nous. Avec ce matraquage idéologique, il n'y a pas de matraquage idéologique de l'État, de façon positive, c'est pas l'État qui mène la danse sur ça, etc., etc. Par exemple, pendant le Corona, il y a eu des forces très idéologiques mondialistes qui ont
attaqué au Japon, mais c'était pas au niveau de l'État, par exemple, c'était au niveau des régions. C'était des gens qui étaient beaucoup plus progressistes. Mais l'État, lui, au début, a freiné plutôt et a pris des mesures qui sont de bon sens, disons. Et ensuite, quand le corona est arrivé en Europe, l'État a été forcé quelque part de prendre les mêmes mesures que partout dans le monde, à contretemps, enfin en retard, et ça se voyait d'ailleurs que c'était un peu absurde. Et donc ils l'ont fait par suivisme des autres puissances occidentales. Mais au début, il y avait du bon sens. Donc ce qui montre que, disons, la révolution n'est pas installée aussi profondément qu'aux États-Unis et encore plus pour la République jacobine française. Donc la question c'est, voilà, il y a ce constat, je vais pas forcément, il faudra le démontrer de façon précise tout ça, ceux qui connaissent la situation dans les différents pays peuvent le constater d'eux-mêmes. Moi qui vis au Japon et qui suis forcé de regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis, même si je suis pas un très grand spécialiste de la question, et qui voit ce qui se passe en France aussi, ben, il n'y a pas photo. La République jacobine est effrayamment révolutionnaire et destructrice. Les États-Unis, c'est un peu le bazar, mais il y a des endroits où ça fonctionne quand même bien, et il y a une sorte d'énergie encore chez les gens, parce qu'ils ont cet espoir, plutôt ils savent qu'ils peuvent faire des choses autrement que l'État ne leur donne. Donc chez nous, il y a un côté même cassé, vous voyez, il y a Jean de Vigry qui parle de la France abîmée, il y a un côté cassé chez nous, parce que l'État, chaque fois qu'il se passe quelque chose, vient tout casser, et sur tous les plans, hein, économiquement, vous voulez faire un commerce, c'est la galère. Moi, je me souviens très bien que quand je suis venu au Japon au début, par exemple, ici, quand on veut commencer à faire, au Japon, donc, quand on veut commencer à faire n'importe quoi, une entreprise ou quoi, on se pose pas la question des choses légales, on le fait. Et si ça marche, après, on se pose la question des choses légales pour le formaliser et pour pas perdre trop d'argent sur des histoires d'impôts, tout ça. Mais en fait, jusqu'à peu près 20 000 ou 30 000 euros par an, l'État s'en coûte pas. Quand on commence à avoir un chiffre d'affaires qui est un peu plus important que 20 000 ou 30 000 euros par an, il faut quand même aller déclarer. Mais on n'a pas besoin de faire, par exemple, de structure d'entreprise. Après, quand ça commence à grossir, on a vraiment intérêt à faire une structure d'entreprise parce que les impôts sont moins importants, mais on n'est pas obligé. Automatiquement, sans faire de démarche, aucune, on est une entreprise personnelle de soi, par exemple, et quand on veut... et après, il faut aller le déclarer, pour aller déclarer ses impôts, quand on a plus de... légalement, c'est à peu près 10 000 euros. En pratique, jusqu'à 20 000 euros, il n'y a pas de souci. Et quand on arrive vers 20 000 euros, il faut aller déclarer son entreprise pour déclarer ses revenus et commencer à payer des impôts. Et vous voyez, c'est très flexible, très tolérant, et c'est logique, c'est de bon sens. Enfin, si on commence à mettre des bâtons dans les rues aux gens, les gens ne font plus rien. Cette tolérance, c'est pas grand-chose, 20 000 euros pour un État, mais pour quelqu'un d'individuel, si vous arrivez à avoir entre 10 et 20 000 euros comme ça dans la poche pour arrondir les fins des mois, ça permet quand même, enfin ça peut sauver des gens quoi, hein, typiquement, et par leur propre travail. Donc c'est des choses qui sont normalement très positives, qui aident les finances de l'État à la fin, puisque ça réduit la pauvreté, etc., etc. Mais des choses de bon sens qui sont impossibles en République jacobine. Légalement, si vous faites 1 euro de transaction, vous êtes imposable et vous devriez le déclarer. Complètement démentiel quand on y réfléchit. Voilà. Donc en République jacobine, franchement, sur tous les plans, hein, ça se passe mal, insécurité, justice injuste, matraquage idéologique, normes administratives dans tous les côtés, insécurité donc du fait de l'immigration, de la délinquance, baisse, barbarisation de la société, les gens deviennent de plus en plus barbares, hein, ils savent de moins en moins bien parler français, et c'est vrai pour tout le monde, c'est pas que pour les immigrés, etc., etc., etc. Aux États-Unis, comme je le disais juste avant, la situation est compliquée, mais il y a des vraies différences régionales, il y a des endroits où ils se débrouillent beaucoup mieux qu'à d'autres, l'expérience est autorisée, quelque part, et les États peuvent se défendre, et les gens peuvent se défendre, et le système leur permet encore de défendre leur liberté, et de gagner. Chez nous, c'est de moins en moins vrai. Au Japon, disons que c'est pas la même histoire. Hein, on est
un peu, on dirait, entre les deux, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins complexe le Japon que les États-Unis. Les États-Unis, c'est très grand, donc et chaque endroit est assez différent. Donc il y a des endroits qui sont certainement aussi pires que la République jacobine, mais d'autres endroits qui fonctionnent quand même bien. Ici au Japon, on est entre les deux, donc ça reste un peu fédéral la façon dont ça fonctionne. Quand même, chaque région a des grosses autonomies, mais ça reste jacobin quand même dans l'État. Mais l'État, qui est un peu jacobin, n'impose rien en fait. Grâce à la défaite de la guerre, la défaite de la Seconde Guerre mondiale, et les Américains ont imposé un système qui fait que l'État ici ils ont démantelé la puissance coercitive de l'État, ce qui aujourd'hui est plutôt quelque chose de pas mal. Mais sans démanteler, enfin, la justice fonctionne quand même. En fait, tous les services de l'État normaux fonctionnent. Voilà. Donc on a ces trois situations un peu distinctes. Et j'aimerais, bon, je n'ai pas trop justifié, mais qu'en gros, en République jacobine, ça se passe quand même très mal. Aux États-Unis, c'est mitigé. Il y a des endroits où ça se passe bien. Il y a encore une énergie, un espoir. Et au Japon, disons que ça fonctionne. Ça fonctionne. On n'est pas embêté sur des choses idéologiques, tout ça. Même si par rapport aux États-Unis, il n'y a pas d'énergie. Il y a des populations pas possibles et spirituellement, c'est le hologramme plat et moralement aussi, mais ça fonctionne. Donc la question c'est pourquoi? J'ai posé cette question et en fait je vais essayer et la réponse va se trouver en fait grâce à une grille de lecture légitimiste. Donc je pose la question pourquoi. Donc pour répondre d'abord il faut repartir. Je vais prendre les critères. Qu'est-ce que nous dit l'enseignement de la politique traditionnelle, tel qu'on l'apprend dans l'histoire, tel que nous en parle Aristote, Saint Thomas d'Aquin, tel que nous le répète de façon actualisée et appliquée à l'histoire contemporaine des Joseph de Maistre, des Bonald, des Maurras et bien d'autres. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que, pour reprendre l'expression célèbre de Maurras, mais qui résume bien les choses quand même, la démocratie, c'est la mort. Et qu'ensuite, l'homme est un animal politique, qui est fait pour vivre dans une société politique, qui n'est pas donc ni individualiste, que le libéralisme, c'est faux. Ça, l'Église l'a répété, les papes au XIXe siècle l'ont répété à maintes reprises, que le libéralisme est contre nature même, que la libre arbitre, c'est une très belle capacité. La libre arbitre est une faculté humaine qui fait notre différence par rapport aux autres animaux, et que le bon Dieu nous a donné pour qu'on puisse décider d'aimer le bon Dieu. Mais le libéralisme qui rend absolu le libre arbitre alors que c'est qu'un simple outil, fait beaucoup de mal, parce qu'en fait le libéralisme ça devient une licence. Et à partir de là, ensuite, on va aussi dans l'individualisme, c'est-à-dire qu'on nie notre nature politique, on nie notre nature communautaire, on ne peut pas vivre sans le reste de la société. Pour un bébé qui vient de naître, c'est évident, on l'abandonne, il meurt. Mais même pour un adulte, même si ça ne sera peut-être pas physiquement aussi évident, moralement, et on le voit avec tous les problèmes psychologiques qui sont dans notre société, qui véhiculent toutes ces choses d'individualisme, si les gens se suicident, si les gens dépriment, ça ne vient pas de nulle part, c'est parce que c'est des conséquences de la société en général qui nie notre nature politique et qui dit aux gens vivez tout seuls, vous êtes des dieux, vous êtes les rois, vous ne pouvez pas vivre ensemble, les autres, vous devez les utiliser. Les gens, comme naturellement, ils écoutent en fait ce qu'on leur dit, ce qui est normal, sauf que ce qu'on leur dit, c'est très mauvais, et ils le font, et puis derrière, ça déprime, ça se suicide, ça va pas bien, etc., etc., etc. Donc, je reviens sur l'enseignement légitimiste. Donc, l'homme est un animal politique. La démocratie, c'est la mort. Et plus c'est démocratique, plus ça se passe mal. Plus c'est démocratique, plus c'est l'anarchie, plus ça développe l'orgueil des gens, plus c'est le bazar total, plus c'est l'égalité, et plus c'est l'égalité, plus c'est la guerre de tous contre tous. Je ne vais pas refaire la démonstration sur ça, mais on sait très bien que l'égalité, c'est la guerre. Pourquoi? Quand vous avez deux personnes qui sont pareilles, vous avez beaucoup plus de jalousie, beaucoup plus de guerre. Les gens se tirent dans les pattes parce qu'ils sont pareils. Il faut être sain, et c'est des grosses mortifications, et c'est pas facile
pour pas se laisser aller à ces mauvais penchants de gens qui sont les pères. Hein. Les nobles, dans l'histoire, se tuent entre eux. Les familles royales, avant la christianisation, se tuent entre eux. Et même après la christianisation, s'ils ne se tuent plus, il y a souvent des rebelles, il y a des combats, c'est entre pairs. Ça se fait entre pairs, entre gens qui sont égaux. Aujourd'hui, vous prenez une entreprise, si vous montez une entreprise avec deux personnes qui ont un même profil, par exemple deux businessmen ou deux ingénieurs, ça va pas bien se passer. Ils vont se tirer dans les pattes, ils vont s'entretuer. Dans les couples aujourd'hui, le fait qu'on nie la différence homme-femme et la différence des rôles, et qu'on veut faire, parce que le féminisme, c'est quoi? C'est de vouloir faire croire que la femme est un homme. Donc, moralement, on fait croire que la femme est un homme et les femmes veulent être des hommes aussi dans les couples. Donc, ça fait des mariages homme-homme. Et c'est la guerre. Voilà. Ou femme-femme, si l'homme devient une femme, en fait, c'est plutôt ça qui se passe en pratique, parce que la femme veut dire un homme, elle ne peut pas être un homme, donc en pratique, elle oblige l'homme à devenir une femme. Enfin, en tout cas, ça ne change pas le fait que dans ces couples modernistes ou modernes, qui sont... c'est la guerre, donc divorce, donc dispute, donc machin. Et ça vient d'où? Ça vient du fait d'une fausse idéologie qui est fausse, qui est contre nature, qui dit que tout est pareil, et les gens le croient, et donc fonctionnent comme si c'était le cas, et entre gens égaux, on s'entretue. Donc, je ne vais pas refaire la démonstration, mais la démocratie, c'est mort. Et si on part de ce principe, en fait, et qu'on le prend comme critère pour analyser les institutions donc, des États-Unis, du Japon et de la France républicaine, pas la France, hein, la République jacobine, et bien en fait, on comprend pourquoi les conséquences sont plus ou moins pires en fonction des pays. Je répète, que ce soit la République jacobine, que ce soit les États-Unis d'Amérique, ou que ce soit le Japon, les trois pays sont démocratiques en droit. Les trois pays sont fondamentalement démocratiques, puisque toutes leurs constitutions reconnaissent la souveraineté populaire. Donc, d'un point de vue contre-révolutionnaire, les trois institutions sont mauvaises. Il y a le ver et dans le fruit. Le poison est là. Mais, de facto, on constate que les conséquences ne sont pas poussées au même point dans les trois pays. La République jacobine, c'est extrême, et le désordre devient de pire en pire. Les États-Unis, c'est beaucoup plus divers, et il y a des endroits où ça fonctionne mieux que d'autres, et il y a toujours une énergie. Et au Japon, c'est l'encéphalogramme plat, mais ça fonctionne. Pourquoi? En fait, si les institutions sont toutes révolutionnaires, en pratique, dans ces pays, on n'applique pas forcément les principes démocratiques et révolutionnaires de la même, au même point. Et c'est ça qui va expliquer que les conséquences ne sont pas les mêmes. Je m'explique. Nous, les contre-révolutionnaires, nous, les légitimistes, on dit qu'il faut remettre les bons principes au centre des institutions parce que sans ça, on ne peut pas faire de restauration. Et ça, c'est vrai. Et c'est l'objectif. Sans les principes, on ne fera rien bien. Mais il faut prendre en compte un autre phénomène, c'est qu'il y a les principes et ensuite, il y a, disons, les gens qui les appliquent ou pas. Et en fait, quand on regarde les différentes époques, par exemple, post-révolutionnaires, il y a des mieux et des moins bien, par exemple, même si ça, que sur la France. Pourquoi? Et les moments où il y a du mieux, c'est que les différents régimes à ces moments-là, où les gens qui sont plutôt au poste de commande, ne vont pas appliquer les principes révolutionnaires. Donc, ça se passe mieux. Mais le problème, c'est que les principes révolutionnaires restent dans les institutions. Et donc, il suffit d'un peu de temps pour que ces principes révolutionnaires reprennent le pas. Parce que la logique de toute chose, c'est que l'homme, nous, on corresponde aux principes qui nous sont donnés. Donc, on peut vivre un certain temps en contradiction avec nos principes, mais au bout d'un moment, les principes nous rattrapent et on en vient à vivre avec. Et ça va dans les deux sens, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que les moments, par exemple, dans l'église, où ça se passe mal, ou dans la royauté, où il y a des moments que ça se passe moins bien que d'autres. Pourquoi? C'est parce que malgré des bons principes qui sont catholiques ou des bons principes qui sont de la royauté chrétienne, les clercs, à ce moment-là, où le roi ou les
les seigneurs à ce moment-là ne vont pas appliquer ces principes et vont avoir une vie dissolue, par exemple. Ou les scandales qu'il y a dans l'Église, par exemple au XVIe siècle, enfin plutôt à la fin du XVe, et qui vont être un terreau favorable à l'émergence du protestantisme. Ça ne le justifie pas, mais c'est clair que les fautes des Borgia, leurs mœurs douteuses et tout ça, ont été un terreau qui donnait des prétextes à des gens méchants qui voulaient faire du mal. Et le truc, c'est que, et c'est là où c'est très important d'avoir une analyse légitimiste, c'est que des Luther et tout ça, ils vont voir par exemple des problèmes de mœurs chez les clercs, et là ils vont faire la conclusion, donc l'Église catholique est mauvaise. Et ça, là, c'est faux, là, ce qu'ils disent. Non, c'est l'inverse. Ils respectent pas les principes catholiques, et c'est pour ça qu'ils font des scandales. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça des scandales. Parce qu'ils sont pas en ligne avec une vie catholique vertueuse. Pareil, quand le roi fait quelque chose d'injuste. Quand le roi fait quelque chose d'injuste dans l'histoire, tout le monde dit, mais c'est un scandale, il fait quelque chose d'injuste. Sous-entendu, il devrait, s'il appliquait, s'il se comportait à ce moment-là vraiment comme roi, il n'aurait pas fait ça. Et quand on commence à devenir révolutionnaire, en fait, on évacue les principes et on utilise tout prétexte pour diaboliser des institutions qui ont de bons principes. Et nous, la contre-révolution fait l'inverse. En fait, ce qu'on dit, c'est que c'est qu'on se rend compte que les principes des institutions actuelles sont mauvaises dans leur essence, et que si il y a des choses qui se passent plutôt moins bien, ou plutôt mieux à certains moments de l'histoire, c'est parce que justement, à ce moment-là ou à ce moment-là, on ne respecte pas ces principes. Et donc, que si on veut vraiment soigner la situation, il faut corriger les principes et mettre les gens qui les appliquent. Les deux, il faut les deux. Il faut les bons principes et il faut les gens qui les appliquent. Ça, c'était un peu l'introduction générale. Donc, je reviens à mon analyse sur les trois institutions. Donc, en fait, on est d'accord que ça soit les États-Unis, que ce soit la République jacobine ou que ce soit le Japon post-guerre, les principes sont mauvais puisqu'ils sont démocratiques, la souveraineté populaire, donc c'est contre nature, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité politique humaine, ça va contre notre nature politique. Donc, les trois institutions sont mauvaises. Mais pourtant, dans les trois pays, on a des situations différentes. Pourquoi ? Ben, c'est ce que j'expliquais un peu avant, c'est parce qu'en fait, dans les trois pays, on ne va pas appliquer les principes de la même façon. Plutôt, on va plus ou moins les appliquer. La République jacobine les applique à fond. Et elle est cohérente avec ses principes. Et donc, ça se passe très mal. Très, très mal. Parce qu'on a des jacobins au pouvoir, et depuis 15-20 ans, c'est de plus en plus extrême. Les élites qui se succèdent appliquent les principes révolutionnaires de façon de plus en plus cohérente, de façon de plus en plus poussée, systématique, ce qui explique que ça se passe de plus en plus mal. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Hein. Et sur tous les plans, c'est-à-dire que l'institution elle-même est jacobine. Donc, les révolutionnaires prennent les décisions et les appliquent à tout le monde. Il n'y a pas de frein. Il n'y a plus de frein nulle part. Aux États-Unis, comme au Japon d'ailleurs, on a plusieurs freins. Il y a un premier frein qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui nie la démocratie de façon coutumière, c'est le respect de la Constitution. Vous allez me dire, mais oui, il respecte une Constitution révolutionnaire. Oui, c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que ces constitutions qui sont révolutionnaires sont anciennes. Donc, par rapport aux malades mentaux qu'on a aujourd'hui au pouvoir, elles contiennent des principes de droit naturel qui n'existent plus aujourd'hui parmi les élites, dans les LGBT, machin. Et par exemple, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est surtout qu'elles ont été sacralisées. Donc, que ce soit la Constitution des États-Unis ou la Constitution du Japon, elles n'ont pas été modifiées depuis leur création. Alors, pour les États-Unis, c'est un peu plus compliqué, il y a les amendements, etc. Mais la Constitution elle-même n'a pas été censée être modifiée elle-même. Il y a quand même une sorte de sacralité de cette Constitution. Comme au Japon, la Constitution n'a jamais été modifiée depuis la Seconde Guerre mondiale.
Et avant ça, il y avait la constitution impériale qui date de 1899, qui n'avait jamais été modifiée non plus. Donc il y a une sorte de coutume au Japon, par exemple, qui va contre la modification constitutionnelle. Ce qui est un frein qui permet d'empêcher la révolution de progresser ou d'accélérer, ou plutôt d'avancer rapidement. Parce que, en gros, chez nous, en France républicaine, jacobine, c'est le changement perpétuel de la loi positive qui permet de faire n'importe quoi et de toujours aller plus loin, de tout démanteler, de supprimer le père de famille dans le code civil, etc. etc. Et la Constitution a été changée 50 fois. Il y a rien qui est sacré en France, à part le fait de tout changer, tout détruire quasiment. Alors que dans des endroits où il y a un peu plus de bon sens, même si c'est pas des bonnes choses en soi, on les sacralise. Et en fait, à partir de là, il y a une sorte de contradiction avec la souveraineté populaire, puisque quelque part, la Constitution est plus sacralisée que la souveraineté populaire. Il y a un tel poids, si vous voulez, moral et sacré là-dedans, que même si demain, il y reste 80% des gens qui voudraient changer la Constitution, il y aurait cette sorte d'empêchement sacré. On ne va pas modifier la Constitution qui a 250 ans, on ne va pas modifier la Constitution qui a 80 ans, parce qu'il n'y a personne qui l'a fait, donc on ne va pas le faire. Le principe est révolutionnaire, donc en fait, c'est juste un frein. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est des bons systèmes, mais c'est clairement des freins qui expliquent que ça se passe mieux que par exemple en République jacobine qui a changé la Constitution 25 fois. Que ce soit aux États-Unis ou au Japon, la Constitution a quelque chose de sacré qui est très difficile à changer. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est Joseph de Maistre qui m'a inspiré ces idées-là, c'est qu'en pratique, même si les principes sont démocratiques, en pratique, les États-Unis et le Japon sont assez antidémocratiques. Et le Japon encore plus. Et le Japon, en pratique, est très antidémocratique. Ce qui fait que ça marche beaucoup mieux qu'aux États-Unis et que les États-Unis, ça marche encore beaucoup mieux qu'en République jacobine. Je m'explique. Que ça soit au Japon, je prends l'exemple du Japon parce que c'est très quand même parlant. Le Japon est antidémocratique de facto. Les gens ne décident pas. C'est une oligarchie politique qui se renouvelle, qui est souvent d'ailleurs traditionnelle, enfin dans le sens depuis 4 générations. La plupart des députés, alors j'ai pas le taux, mais pratiquement tous les premiers ministres sont issus de clans familiaux qui ont toujours été politiques et qui sont eux-mêmes issus de ceux qui ont fait la restauration en 1968. C'est complètement antidémocratique. Ça hérisserait n'importe quel jacobin chez nous. C'est des familles qui se succèdent. Alors, c'est pas forcément des vieilles familles de 1000 ans, c'est peut-être des familles qui datent que de 4 ou 5 générations. Mais il y a cette sorte de permanence qui fait qu'il y a déjà quand même pas de changement. Deuxième fait, la Constitution américaine, enfin, quand je dis la Constitution américaine, la Constitution des États du Japon, mais qui a été quand même imposée par les Américains avec la bénédiction de ceux qui étaient au Japon à l'époque, parce que tout le monde en avait marre quand même, il ne faut pas non plus se cacher derrière son doigt, mais a fait en sorte que rien ne puisse bouger. Et que que le pouvoir ne puisse pas changer. Donc il y a un parti, en fait, majoritaire, qui n'est pas unique, il y en a d'autres des partis, mais qui est en pratique unique, puisque c'est le seul qui est au pouvoir de tout le temps. Et le système électoral est très complexe, ce qui fait qu'aucune élection ne peut amener un changement de pouvoir. Enfin, en théorie, c'est possible, mais ça s'est passé qu'une fois, non, 2 fois pour être exact, depuis 1945. C'est quand même pas beaucoup. Et ces 2 fois, ça n'a pas duré longtemps. Et la dernière fois, c'était en 2011, avec une gestion calamiteuse de la gauche du tremblement de terre. Donc tout le monde est revenu à Jimito, enfin tout le monde est revenu au parti principal, parce qu'en gros, c'est peut-être des corrompus, mais ils savent gérer le pays, quoi. Ils ont l'habitude de la gestion. Et ça, c'est un principe un peu royaliste, vous voyez. Plus les gouvernements sont longs, plus évidemment, c'est des gens qui savent gérer les affaires, hein, puisqu'ils sont là. Ils ne pensent pas à leur réélection systématiquement, ils pensent à gérer le pays. En gros, ici, alors il y a ces mauvaises influences des élections qui travaillent, les députés et tout ça, mais quand même, la plupart ont leur place acquise, même s'ils sont toujours un peu stressés à chaque élection. En gros, ça ne change pas. Donc, ils peuvent penser sur le long terme, donc ils peuvent penser à gérer les affaires. Et puis en plus, ils sont habitués à gérer les affaires, puisque c'est tout le temps les mêmes. Donc il y a des coutumes qui se mettent en place de bon sens, mais qui petit à petit deviennent des coutumes, et
les gens sont peut-être corrompus, mais en fait, ils sont obligés de respecter un certain nombre de règles coutumières qui vont contre leur volonté de faire des choses qui ne seraient pas bien. Et en pratique, l'élection se joue dans le parti principal, entre les factions, en dehors des élections, donc. Le Premier ministre au Japon, qui a les pouvoirs de fait, est décidé dans le parti principal, et c'est un jeu des factions à l'intérieur qui sont hors des élections, qui est en plus accentué par le fait que c'est les campagnes qui ont beaucoup de pouvoir dans ce parti, sachant que les campagnes sont complètement dépeuplées et minoritaires d'un point de vue de la population. Donc c'est encore moins démocratique. C'est une minorité de la population, celle des campagnes, qui est plutôt conservatrice, et forcément, et qui a ses intérêts propres, qui ne sont pas ceux des mondialistes, qui ne sont pas ceux des villes, qui a un rôle très important dans les élections du parti principal. Donc, tout ça fait que c'est très antidémocratique, et c'est ça qui fait que ça marche bien. Parce qu'il n'y a pas de changement de pouvoir, parce qu'il y a des règles coutumières, parce qu'en fait, il y a, quand je dis antidémocratique, c'est pas tyrannique non plus, c'est-à-dire qu'il y a les corps intermédiaires qui sont représentés, les campagnes, les corporations, les associations de quartier, etc., qui ont une forte importance dans les élections, mais ce n'est pas des individus. Je m'explique. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, au Japon, c'est la faction clientéliste. C'est-à-dire que les gens ne votent pas pour ce qu'ils ont envie de voter. Ils votent en fonction de ce qu'on leur dit de voter. Et c'est qui leur dit de voter? Ça va être leur secte, ça va être leur quartier, ça va être leur entreprise. On va dire, d'un point de vue jacobin, c'est absolument affreux. Et c'est certainement pas idéal dans le soi. Mais en fait, en pratique, c'est antidémocratique et ça permet de représenter les intérêts de corps intermédiaires. Alors que certains sont très mauvais, quand c'est les mafieux et tout ça, je suis pas sûr. Mais bon, en attendant, c'est pas de l'individualisme, c'est pas de la guerre totale, c'est des intérêts qui sont certainement pas très glorieux, mais qui font un équilibre entre des clientèles, et puis ensuite ceux qui sont élus arrosent les clientèles en fonction de comment ils les ont aidés, et chacun y trouve son compte. C'est pas la charité, c'est pas l'enthousiasme absolu, mais ça fonctionne bien. Voilà. Et puis comme c'est avec l'argent des gens, au bout d'un moment, c'est un peu comme les Anglais. Vous savez, dans l'Union européenne, l'argent qu'on a payé, on veut le revoir revenir. Ouais, un peu ça. Donc, bon. Évidemment, les laissés pour compte sont laissés pour compte, donc c'est pas forcément. Encore que par rapport aux États-Unis, ça fonctionne beaucoup mieux ici. Et aux États-Unis, vous voyez, c'est un peu entre les deux, mais quand on regarde le système, il n'est pas si démocratique que ça. Dans le système électoral, par exemple, du président des États-Unis, il y a plein de freins à la démocratie. Hein, et on l'a bien vu, on voit avec les élections, c'est les États qui ont des grands électeurs et qui ne sont pas absolument proportionnels à la population. Et donc, c'est par État que ça compte. Donc, c'est un grand frein à la démocratie. Ce n'est pas une majorité de la population qui fait forcément un président. Et puis, il y a ces histoires de contrôle, de procès, de cours supérieures, et puis des deux chambres, et sachant que la chambre, alors, je sais plus laquelle, mais c'est par État, c'est deux sénateurs, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est purement chaque État compte pour un, sachant que d'un point de vue de la population, ils sont pas du tout égaux en population. Donc il y a un côté fédéral qui sont des freins aussi, qui sont antidémocratiques et qui sont des freins à ça. La justice, le côté procédurier des États-Unis et des Américains, qui sont peut-être aussi très énervants d'un autre côté, mais c'est clairement aussi des freins aux abus de la loi positive et de l'État. C'est-à-dire que les lois qui sont complètement débiles, il va y avoir plein de procès contre ces lois-là, et à force, elles ne vont plus être appliquées. Des choses qui sont anciennes et logiques. Alors que chez nous, en France, par exemple, il y a des gens qui le font, et heureusement, c'est très bien, et qui le font pour le combat, et qui vont porter plainte. Mais c'est très décourageant de le faire, c'est très compliqué de le faire, et souvent, on n'a pas gain de cause. Donc,
l'annulation des lois par la jurisprudence en France est largement moindre de ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Au Japon, c'est encore notre problème. Personne ne va au procès et on vote pas de loi. Donc il y a une sorte de statu quo absolu qui fait que rien ne bouge. Mais c'est parce que c'est pas la même histoire. Je vais pas rentrer dans cette chose-là. Mais voilà. Donc, je vais finir parce que je pense que ça fait déjà plus de 45 minutes, etc. Mais pour résumer, vous voyez, j'ai pas tout dit. Il y aurait certes beaucoup d'autres choses à dire. On pourrait rentrer dans de nombreux détails. J'ai juste pris deux petits exemples, la Constitution et des aspects antidémocratiques, enfin plus ou moins démocratiques des élections. Et j'ai pas parlé de la République jacobine d'ailleurs. Et vous voyez, quand l'extrême gauche veut faire de la démocratie directe tout le temps, c'est super révolutionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, comme c'est jacobin, comme c'est pas fédéral, comme il n'y a pas, comme on peut changer de pouvoir facilement tout ça, on trafique les lois électorales pour que ça soit en fait des officines qui puissent vraiment manipuler les élections. Et cette manipulation des élections est beaucoup plus difficile aux États-Unis. Elle se fait. On l'a vu, il y a des scandales, tout ça, mais c'est beaucoup plus difficile. On ne peut pas le faire de façon jacobine et unitaire comme en France. En France, il suffit d'être à la tête de la République, d'être dans les ministères, etc., pour vraiment pouvoir faire manipuler les choses de façon uniforme. Aux États-Unis, on ne peut pas le faire de façon uniforme sur tout le pays comme ça. Chaque État va être différent et je ne connais pas bien tous les systèmes. Mais enfin, en tout cas, déjà, dans chaque État, c'est pas, voilà, ce sont tous des pays différents dans ce sens-là. Au Japon, c'est encore un peu différent, c'est-à-dire que le Japon est moins attaqué parce qu'il n'est pas chrétien aussi, donc ils profitent de ça. Enfin, les pauvres, hein, parce que à cause de ça, en fait, ils sont être victimes. Mais aussi, comme le pouvoir ne change jamais, il n'y a personne qui essaie de trafiquer, et qu'on ne peut pas trafiquer les lois facilement, on ne peut pas changer la façon de voter les lois comme ça, comme on le fait en France. Vous voyez cette instabilité de la loi positive en France fait qu'on peut tout manipuler facilement parce qu'on peut changer la loi tous les jours. Au Japon, la loi ne change pas depuis 80 ans, ce qui la rend un peu sacrée, et ce qui fait que même que ces règles soient injustes ou pas justes, en attendant, elles ne changent pas, et tout le monde est obligé de faire dans ces règles-là. Donc il y a une sorte de... au-dessus de la souveraineté populaire, vous avez certaines lois positives, qui sont peut-être complètement débiles par ailleurs, mais qui ne changent pas. Mais le principe reste démocratique. Hein. Donc ça, c'est juste les circonstances actuelles qui font que c'est comme ça. Mais demain, ça vire mal. La souveraineté populaire reprend le dessus et ça va exploser. Demain, le Japon fait une réforme constitutionnelle, ça ne va pas être bon du tout parce que ça va ouvrir la porte pour plein d'autres changements et tous les changements vont aller dans le mauvais sens. Mais tant qu'il y a cette sorte de sacralité qui fait qu'on ne change pas les choses, en fait, c'est un frein qui fait du bien, enfin qui fait du bien. Oui, qui fait du bien dans le sens que ça réduit la vitesse des choses maléfiques qui viennent des mauvais principes. Et on a un peu comme ça, vous voyez, les trois pays, la République jacobine qui est... la pratique est alignée au principe, alors on va dans le mur à pleine vitesse, enfin on s'en est pris déjà plein et on continue à voler dans le décor. Aux États-Unis, les principes sont pas complètement alignés sur la pratique et sur certaines choses importantes, pas du tout, ce qui est un frein et qui permet de créer aussi de l'espoir chez les gens et d'avoir la diversité, malgré le fait que la Constitution soit franc-maçonne et tout ça. Et au Japon, il y a quand même pas mal de choses en pratique qui sont antidémocratiques et qui font que c'est un frein aussi aux mauvais principes révolutionnaires et que ça réduit. Avec le fait que c'est toujours une monarchie, même si en pratique, malheureusement, c'est vrai que ça donne une stabilité, c'est clair, mais le pauvre... mais enfin, cette incarnation fait toujours du bien, en tout cas, ça c'est certain, même si en pratique, l'empereur symbole, on aimerait qu'il soit un peu plus qu'un symbole. Mais bon, c'était une autre histoire. Voilà, donc je m'arrête là.